Bonsoir, bonsoir. Comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde va très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour la culture, du coup. Donc, petit espace culturel ici. Aujourd'hui, on a donc la roulette qui va nous dire ce que nous allons choisir. Donc, aujourd'hui, nous allons choisir la mythologie, film et les nouvelles technologies. Ce sont les trois thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, commençons sans plus tarder. Pour ceux qui ne le savent pas, j'utilise une application qui est sur iOS seulement, qui s'appelle Jenka. C'est une application qui te permet d'avoir une lecture de 5 à 10 minutes sur un thème particulier. Donc aujourd'hui, nous avons nous avons nos trois thèmes et dans ces thèmes-là, il y a des sous-thèmes. On va commencer avec la mythologie, l'étreinte de la Lune, mythe de l'influence lunaire, environ 1800 après Jésus-Christ. L'idée que la Lune commande nos fluides internes comme elle soulève les océans est une erreur de proportion monumentale. Les partisans de l'influence lunaire s'appuient souvent sur le fait que le corps humain est composé à 70% d'eau, pour justifier des pics de violence ou de nervosité lors de la pleine lune. C'est oublier que la force de marée dépend de la masse de l'objet et de son étendue. Si la Lune déplace des milliards de tonnes d'eau marine, son attraction sur un individu est physiquement négligeable. En réalité, un moustique posé sur votre bras exerce une attraction gravitationnelle plus forte sur vous que la Lune ne le fera jamais. Vers 1800, cette fascination pour les astres s'est cristallisée dans les termes de lunatisme, ancrant l'idée que les cycles lunaires dictent nos comportements irrationnels. On n'observe pourtant qu'aucune corrélation statistique sérieuse n'existe entre la pleine lune et une hausse des admissions en psychiatrie ou de crimes violents. Ce que nous vivons est un biais de confirmation. Nous remarquons, nous remarquons la lune quand un événement est étrange se produit, mais nous l'ignorons totalement quand la nuit est calme. Ce mécanisme psychologique transforme une simple coïncidence en une vérité universelle perçue par des millions de personnes. Pourquoi notre sommeil semble-t-il pourtant se dérégler lors des nuits claires? Le véritable pouvoir de la Lune ne réside pas dans la gravité, mais dans sa luminance. Avant l'invention de l'éclairage électrique, la pleine lune était la seule source de lumière nocturne capable de prolonger l'activité humaine. Cette clarté naturelle perturbait directement la production de mélatonine, l'hormone responsable du sommeil. Des études récentes montrent que même dans des environnements modernes, la durée de sommeil peut diminuer de 20 minutes en moyenne lors des nuits de pleine lune, car notre horloge biologique reste sensible aux cycles de lumière ancestraux. Cette agitation nocturne explique pourquoi tant de mythes sur la folie ou l'épilepsie ont perduré. En dormant moins, les individus fragiles voient leurs symptômes s'aggraver, créant un lien artificiel entre l'astre et la pathologie. L'influence lunaire se manifeste aussi dans le monde végétal et animal, mais de manière purement adaptive. Certains coraux synchronisent leurs pontes sur la lumière lunaire pour maximiser les chances de fécondation, tandis que certains prédateurs modifient leurs habitudes de chasse pour profiter de la visibilité accrue. L'influence sur les naissances est un autre pilier de la croyance populaire qui s'effondre face aux chiffres. L'analyse de millions de dossiers hospitaliers à travers le monde ne montre aucun pic d'accouchement lié aux phases de la Lune. Les maternités ne sont pas plus bondées le soir en pleine Lune, malgré la persistance de cette légende chez le personnel soignant. La Lune reste un miroir de nos propres rythmes circadiens, plutôt qu'un chef d'orchestre invisible de nos vies. Un fœtus dans le liquide amniotique subit une pression gravitationnelle des milliards de fois plus faible que celle exercée par la simple respiration de sa mère. Mais nous avons maintenant fini pour le thème de la mythologie, nous allons passer maintenant sur le thème du film, mais avant ça je vous demande si vous voulez bien vous abonner, liker et mettre un commentaire si ça vous plaît ou non, sur ce que je peux améliorer ou non pour ces mini-séries, car ça me ferait extrêmement plaisir. Et si jamais vous voulez regarder mes shorts sur mon développement personnel, car c'est en partie la série principale où je développe comment je souhaite m'améliorer. Et donc l'espace culturel en est aussi une partie. Mais je vous la partage aussi pour vous parce que ça peut vous aider et vous intéresser tous les thèmes qu'on aborde.
Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et les liens pour YouTube, Insta et TikTok sont en description. Allez, on va reprendre pour le film, c'est parti. Le thème du film sera, le saviez-vous, les gens revoient des films pendant des périodes stressantes. En période de tumulte et d'incertitude, l'être humain cherche naturellement des mécanismes pour trouver un sentiment de bien-être et de stabilité. Un comportement fréquemment observé est le fait de revoir des films. Même ceux dont l'intrigue est déjà parfaitement connue, ce phénomène, loin d'être anodin, s'explique par plusieurs processus psychologiques profonds. Le réconfort de la nostalgie et de la familiarité. L'un des principaux moteurs derrière le revisionnage des films est le besoin de réconfort. Les œuvres cinématographiques familières agissent comme des doudous émotionnels, nous transportant dans un espace sûr et connu. Revoir un film apprécié évoque souvent un sentiment de nostalgie, c'est-à-dire une douce mélancolie liée au passé, qui a des effets bénéfiques sur notre santé mentale. Des études en psychologie notamment mentionnées autour de février 2021 et juillet 2025 soulignent que la nostalgie peut réduire le stress et l'anxiété, renforcer l'estime de soi et stimuler les émotions positives. Elle nous reconnecte à des époques plus simples où on a des souvenirs agréables, créant une sensation de chaleur et de sécurité. Cette familiarité réduit également la charge cognitive. Lorsque nous regardons un film inédit, notre cerveau doit travailler activement pour comprendre l'intrigue, mémoriser les personnages et anticiper le développement. En revanche, avec un film déjà vu, cet effort est minimisé. Le cerveau peut ainsi prendre des vacances, se relaxer et se concentrer sur l'expérience émotionnelle plutôt que la résolution intellectuelle de l'histoire. Cette facilité cognitive est particulièrement apaisante lorsque l'esprit est déjà surchargé par les préoccupations du quotidien. La prévisibilité comme ancrage. Le monde moderne est souvent imprévisible et les périodes de stress s'accentuent ce sentiment de perte de contrôle. Les films que nous connaissons par cœur offrent une prévisibilité rassurante. Savoir exactement ce qui va se passer, connaître les dialogues à l'avance et anticiper chaque rebondissement procure une sensation de maîtrise. Ce sentiment de contrôle sur une situation, même fictive, peut être extrêmement apaisant et réduire l'anxiété face à l'incertitude de la vie réelle. C'est une forme de soupape de sécurité émotionnelle. Pour le docteur Wing Wei, professeur de psychologie à l'université de Winchester, se plonger dans un film familier aide à accepter l'incertitude de l'avenir proche et à maintenir notre équilibre mental, comme m'a expliqué en février 2021. La capacité de prédire l'issue favorable des événements à l'écran, ou du moins à savoir à quoi s'attendre, devient une forme de soin et devient une forme de soin de soi émotionnel. Régulation émotionnelle et évasion. Le cinéma est un puissant outil d'évasion. En période de stress, se déconnecter de la réalité, même temporairement, peut être vital. Les films permettent de plonger dans un univers parallèle, offrant une parenthèse bienvenue loin des soucis quotidiens. Cette distraction temporaire peut entraîner la libération de dopamine, souvent appelée l'hormone du plaisir, procurant ainsi un soulagement immédiat et un sentiment de bien-être. Fait intéressant, même les films d'horreur peuvent servir cet objectif. Des études récentes, y compris une mentionnée en novembre 2025, suggèrent que regarder des films d'horreur peut être un moyen inattendu de réduire l'anxiété et d'affronter le stress. En s'immergeant dans des récits effrayants dans un cadre sécurisé, chez soi, le spectateur expérimente une peur sans danger. Cette expérience déclenche une réaction physiologique, accélération du rythme cardiaque, montée d'adrénaline, suivie d'une libération d'endorphines, qui permettent d'atténuer temporairement l'anxiété. Le cerveau apprend à gérer ses réponses émotionnelles face à une angoisse fictive, renforçant ainsi la résilience émotionnelle. C'est une forme de catharsis, espace sûr pour éprouver et relâcher des émotions refoulées. Le rôle des personnages familiers et le rituel. Au-delà de l'intrigue, les personnages recrutent. Au-delà de l'intrigue, les personnages récurrents dans des films ou des séries redeviennent une figure familière, presque des amis. En période de solitude, ces fictions peuvent apporter un sentiment de connexion, comme si on retrouvait des connaissances de longue date, combattant ainsi le sentiment d'isolement. Ce lien parasocial crée une illusion de compagnie, un élément important pour le bien-être psychologique.
Enfin, le revisionnage peut s'inscrire dans un rituel. Écouter une bande sonore, revoir un film culte à une période spécifique de l'année, ou simplement avoir sa sélection de films réconfortants à portée de main, crée une routine qui, en soi, est une source de stabilité. Ces habitudes agissent comme des repères, des balises dans un quotidien parfois chahuté, contribuant à un sentiment général de sécurité et de régulation. En somme, revoir des films en période de stress est une stratégie d'adaptation multifacette, puisant dans la nostalgie, la prévisibilité, l'évasion et la régulation émotionnelle pour offrir un précieux moment de réconfort et de stabilité psychologique. Et voilà pour le film, maintenant il ne reste plus que les nouvelles technologies à aborder, et le nom du thème sera... Bon, il se peut que j'ai fait une erreur et que j'ai sans faire exprès cliqué sur le mauvais thème. Donc on va partir sur la mode et non les nouvelles technologies. On le refera prochainement, du coup je garde le nouvelle technologie en tête et on changera prochainement. Bon, pour la mode du coup, la cravate a un héritage militaire devenu signe d'élégance. Ce morceau de soie noué dans son menton n'a jamais eu pour but de tenir chaud. La cravate est née dans la guerre, bien avant de devenir l'emblème des conseils d'administration. Les premières traces remontent aux soldats de la garde impériale chinoise il y a 23 siècles, puis aux légionnaires romains qui utilisaient la focale pour protéger leur cou des frottements de l'armure. Mais la véritable révolution stylistique arrive au XVIIe siècle avec les mercenaires croates au service de Louis XIV. Ces cavaliers portaient des foulards de tissu léger dont le nom, déformé par la cour de France, a donné naissance au mot cravate. Le roi Soleil, fasciné par cet accessoire, en fit un standard de la mode aristocratique, transformant un équipement utilitaire en un marqueur de rang social immédiat. Au fil des siècles, cet accessoire a quitté la caserne pour devenir le pivot de garde-robe masculine moderne. Porter une cravate aujourd'hui n'est plus une obligation stricte, mais un acte délibéré, une posture stylistique qui exprime un sens de l'ordre et de la discipline personnelle. C'est un langage muet qui signale l'appartenance à une certaine élite ou le respect d'un protocole social précis. Bien que son usage quotidien recule, elle demeure un symbole universel de sophistication qui transcende les frontières géographiques. Sous Louis XIV, le métier de cravatier était une charge officielle à la cour, car le roi changeait de nœud chaque jour selon son humeur. Comment un simple nœud est-il devenu un code secret militaire? L'évolution de la cravate a pris un tournant stratégique avec l'apparition des cravates régimentaires en Angleterre. À la fin du XIXe siècle, les clubs universitaires et les régiments militaires britanniques ont commencé à utiliser des motifs spécifiques pour identifier leurs membres au premier coup d'œil. Ces rayures n'étaient pas au simple choix esthétique, elles servaient de carte d'identité textile indiquant l'appartenance à une unité combattante ou à une institution prestigieuse comme Oxford ou Cambridge. L'élégance réglementaire a ainsi codifié l'usage de la soie pour faire un outil de reconnaissance sociale et de solidarité de groupe. La direction des rayures elle-même cache une distinction culturelle majeure souvent ignorée du grand public. Sur les cravates britanniques traditionnelles, les rayures descendent généralement de la gauche vers la droite, suivant le sens du cœur vers l'épée. A l'inverse, lorsque la marque américaine Brooks Brothers a popularisé le style aux États-Unis au début du XXe siècle, elle a inversé le sens des rayures pour se distinguer de l'aristocratie européenne. Ce détail technique permet encore aujourd'hui aux experts de différencier un style anglo-saxon classique d'une interprétation américaine du chic. Le passage de la cravate du statut d'uniforme à celui d'accessoire de mode a également été marqué par l'invention du nœud Windsor, popularisé par le duc de Windsor. Ce nœud épais et triangulaire a nécessité de la création des cols de chemises plus larges, modifiant durablement la silhouette masculine mondiale. Aujourd'hui, alors que le port de la cravate devient facultatif dans de nombreux secteurs professionnels, elle regagne une valeur, de distinction pure. On n'apporte plus parce qu'on le doit, mais pour affirmer une maîtrise des codes classiques dans un monde de plus en plus informel. Le record du monde du nœud de cravate est le plus rapide et détenu par un homme capable de réaliser un nœud simple en moins de 3 secondes. Donc voilà pour du coup la mode, et c'est pas les nouvelles technologies, encore une fois, excusez-moi. Mais nous avons fini pour aujourd'hui la culture.
Alors si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, mettre des commentaires, partager, même si je sais que c'est peut-être un peu long. Par exemple, là, on est à 17 minutes. C'est Mais 17 minutes pour apprendre 3 thèmes, c'est déjà bien. Ça apporte des choses, c'est intéressant et ça évite de scroller bêtement. Donc si jamais ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à me le faire ressentir. Alors moi je vous dis sur ce, à plus.